le nazi a posé son pistolet sur le front du bébé. La mère n'a pas bougé. C'est ce qui l'a arrêté. Histoire vraie. Le bébé avait 7 mois. Il dormait quand le soldat est entré dans la pièce. Il dormait de cette manière propre au bébé de 7 mois, qui est le sommeil le plus total qui existe. Parce que c'est le sommeil de quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il existe des choses contre lesquelles il faut se protéger. Et qui s'abandonne donc au sommeil sans réserve, sans cette fraction de conscience que les adultes gardent toujours active même quand ils dorment. Cette fraction qui leur dit que le monde est toujours là et qu'il peut exiger une réponse à n'importe quel moment. Le bébé ne savait rien de ce qui se passait. La mère, si. La mère s'appelait Irena Brandel. Elle avait 27 ans. Cela faisait 48 heures qu'elle n'avait pas dormi. Et cela faisait 6 mois qu'elle était devenue une personne différente de celle qu'elle avait été auparavant. Une personne qui avait appris à calculer le risque avec la rapidité et la précision de quelqu'un qui ne peut pas se permettre le luxe de calculer lentement. Parce que calculer lentement coûte du temps. Et que le temps, dans certaines situations, coûte des vies. Le soldat entra dans la pièce, vit la femme assise à côté du lit où dormait le bébé. Et pendant un instant, ils restèrent tous les trois immobiles dans cette configuration précise. Le soldat debout dans l'encadrement de la porte, la femme assise près du lit, le bébé dormant sans rien savoir. Puis, le soldat sortit son pistolet. Il le leva, le pointa sur la tête du bébé et dit à Irena, dans un allemand qu'elle comprenait parfaitement, de lui dire où se trouvait l'homme qu'il cherchait, ou bien le bébé mourrait sur le champ. Irena regarda le pistolet, regarda le soldat, et ne bougea pas. Elle ne recula pas, ne se leva pas, n'étendit pas les bras vers le bébé dans ce geste protecteur que tous les instincts accumulés par des années d'évolution de l'espèce humaine lui criaient de faire. Elle resta exactement là où elle était, les mains posées sur les genoux, en regardant le soldat avec une expression qui n'était pas du défi, mais quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose que le soldat n'avait jamais vu dans les yeux de personne, sur qui il avait braqué son arme en 3 ans de guerre. C'était l'expression de quelqu'un qui a calculé. Le soldat garda le pistolet levé pendant ce qui dut être 10 secondes. Mais qu'Irena se rappellerait toujours comme la période la plus longue de sa vie. Plus longue que les 9 mois de grossesse. Plus longue que les 48 heures sans dormir. Plus longue que les 6 mois de guerre qui avaient précédé cet instant. Puis, il abaissa son arme. Ne dit rien. Sortit de la pièce. Irena entendit ses pas dans le couloir, puis dans l'escalier, puis dans la rue, puis plus rien. Elle resta assise à côté du lit du bébé exactement le temps nécessaire pour que ses mains cessent de trembler, ce qui prit longtemps. Puis, elle se leva, alla à la fenêtre, regarda la rue vide et pensa à ce qui venait de se produire, à ce qui l'avait rendu possible, et au calcul qu'elle avait fait dans la seconde précédant son immobilité. Un calcul qui s'était révélé juste, même s'il n'y avait, sur le moment, aucun moyen de savoir qu'il l'était. Ce que le soldat ne sut jamais, c'est que l'homme qu'il cherchait ne se trouvait ni dans cette pièce, ni dans cette maison. Si Irena n'avait pas bougé, ce n'était pas parce qu'elle était plus courageuse que n'importe quelle mère, mais parce qu'elle savait que bouger aurait confirmé qu'il y avait quelque chose à cacher, et qu'elle avait calculé en 1 seconde que son seul bouclier était précisément celui-là. Ne pas bouger. Que ce calcul était sa seule chance, même s'il était impossible d'estimer les probabilités de sa réussite, et même si le prix de son échec était le plus élevé qu'elle pût imaginer. Ce calcul, fait en 1 seconde, sauva le bébé. Il sauva aussi les 17 personnes que cachait la pièce d'à côté. Et il changea le cours de ce qui restait de la guerre pour Irena Brandel, qui,
après cet instant, ne redevint jamais la personne qu'elle avait été avant, même si elle resta Irena, resta mère, resta tout ce qu'elle avait été, simplement avec quelque chose en plus, quelque chose qui n'a pas de nom exact dans aucune langue, mais qu'on reconnaît chez ceux qui le possèdent, parce que leur regard devient différent de celui des autres. Voici ce qui s'est passé. Partie 1. Le monde avant l'obscurité. Qui était Irena? Pour comprendre Irena Brandel, il faut d'abord comprendre qu'elle n'était pas le genre de personne que quiconque, y compris elle-même, aurait décrite comme prête à faire ce qu'elle a fait, et que c'était précisément cet aspect de son histoire qui la rendait importante pour les chercheurs qui l'ont documentée des décennies plus tard. Parce que les histoires de gens qui n'étaient pas des héros et qui le deviennent sont plus utiles que celles de gens qui l'ont toujours été. Elles sont plus utiles parce qu'elles disent dès le plus vrai sur ce que l'héroïsme exige et sur ce qu'il n'exige pas. Irena Rivka Brandel, née Horowitz, est née le 22 juin 1915 à Łódź, ville industrielle du centre de la Pologne qui, en 1915, faisait encore partie de l'Empire russe et qui était alors l'un des centres textiles les plus importants d'Europe. Une ville d'usines, de métiers à tisser et de fumée, et d'une classe ouvrière juive qui avait construit, au fil des générations de travail dans cette industrie, une position économiquement précaire, mais culturellement riche, avec cette richesse propre aux communautés qui ont trouvé dans la langue, la musique et l'étude les sources de dignité que d'autres trouvent dans la propriété ou le pouvoir. Son père, Szmul Horowitz, travaillait dans une usine textile comme chef d'équipe, un poste qui n'était ni tout à fait ouvrier, ni tout à fait de direction, mais quelque chose entre les deux, qui exigeait à la fois la compétence technique du premier et les capacités de gestion du second, et que Szmul occupait avec la droiture directe de quelqu'un qui n'a pas de patience pour les fictions sociales, mais une patience infinie pour les problèmes techniques. Sa mère, Pésia, était celle qui faisait tenir la maison avec les ressources que Szmul apportait, qui n'étaient pas nombreuses, avec cette capacité particulière à faire en sorte que le peu paraisse suffisant, non par tromperie, mais par une compréhension si profonde de la nature du suffisamment, que l'insuffisant se trouvait redéfini comme suffisant simplement par la manière dont il était géré. Irena était la deuxième de 4 enfants, et c'était elle qui avait le plus clairement hérité de sa mère, cette capacité à administrer la rareté, même si, chez Irena, elle prenait une forme différente de celle qu'elle avait chez Pésia, parce qu'Irena l'appliquait non seulement aux ressources matérielles, mais à tout le reste. Au temps, à l'énergie, à l'attention, aux relations, avec l'efficacité de quelqu'un qui a appris très tôt que rien ne peut être gaspillé, parce qu'il n'existe aucune réserve dans laquelle puiser quand quelque chose vient à manquer. Elle étudia jusqu'à 16 ans, davantage que la plupart des filles de son milieu, parce que son père était convaincu que l'éducation était le seul bien qu'on ne pouvait retirer à celui qui le possédait, et qu'elle valait donc tous les sacrifices matériels qu'il faudrait consentir pour la donner à ses enfants, et parce qu'Irena possédait cette aptitude particulière des bons élèves, qui n'est pas l'intelligence au sens abstrait, mais la capacité de trouver le lien entre ce qu'on apprend et ce qu'on sait déjà, de telle sorte que le nouveau s'emboîte dans l'existant et que tout l'ensemble en devienne plus solide. Une fois ses études terminées, elle travailla comme vendeuse dans une mercerie, puis comme assistante dans un cabinet dentaire, dont le propriétaire avait besoin de quelqu'un capable de gérer l'agenda et le matériel, avec une précision qu'il n'avait pas pour les tâches administratives, même s'il l'avait pour les dents, puis dans divers petits emplois qui constituaient l'économie informelle d'une jeune femme à Łódź dans les années 30, qui n'avait pas le capital nécessaire pour monter quoi que ce soit à son compte, mais possédait suffisamment de compétences pour se rendre utile dans des contextes très variés. En 1937,
elle épousa Mendel Brandel, agent d'assurance de 32 ans, arrivé à Łódź depuis Cracovie pour élargir le portefeuille de son entreprise, et qui y était resté parce qu'il y avait trouvé quelque chose qu'il n'attendait pas. Irena. Mendel était un homme qui n'entrait jamais complètement dans aucune des catégories que les gens utilisent pour classer les autres. Il n'était ni sérieux au sens solennel, ni léger au sens frivole, ni optimiste au sens naïf, ni pessimiste au sens sombre. C'était plutôt quelqu'un qui avait décidé que la réalité était la réalité, et que la manière de s'y rapporter consistait à la regarder avec une attention directe et sans filtre. Celle qui permet de voir ce qui est là et d'agir sur ce qui est là, plutôt que sur ce qu'on voudrait y voir. Cette qualité, qu'Irena reconnut dès les premiers jours, où elle fit sa connaissance comme l'une des plus rares et des plus précieuses qu'elle eût rencontrées chez qui que ce soit, fut aussi celle qui ferait de Mendel l'un des premiers membres de la résistance juive de Łódź après l'occupation, non par idéologie, mais selon la même logique directe avec laquelle il affrontait tout le reste. La réalité était ce qu'elle était, et il fallait agir sur elle. Ils eurent un fils en décembre 1941 dans le ghetto de Łódź, qui existait alors depuis plus d'1 an déjà, avec toute la violence concentrée et systématique que signifiaient les ghettos de Pologne pour ceux qui vivaient à l'intérieur. Ils l'appelèrent Joseph, qui était le prénom du père de Mendel, et ce fut une décision qu'ils prirent tous les deux, en sachant parfaitement que donner un nom à un bébé né dans le ghetto de Łódź en décembre 1940 en était un acte qui exigeait à la fois assez d'espoir pour nommer et assez d'honnêteté pour savoir que l'espoir ne garantissait rien. Joseph avait 7 mois le jour où le soldat entra dans la pièce avec son pistolet. Partie 2. Le déclencheur. Comment Irena est devenue ce qu'elle est devenue. La transformation d'Irena, de personne ordinaire en personne capable de faire ce qu'elle a fait, ne fut ni rapide ni dramatique, mais le résultat d'un processus qui dura des mois et qui connut plusieurs points d'inflexion, chacun lui ajoutant quelque chose à ce qu'elle était capable de faire. Même si aucun d'eux, pris isolément, n'aurait suffi. Le premier moment fut la nuit où Mendel lui expliqua ce qu'il faisait. Nous étions en octobre 1941, 2 mois avant la naissance de Joseph. Et Mendel rentra tard à la maison, ce qui avait cessé d'être inhabituel depuis des mois, parce que les activités qui le retenaient dehors, après les heures où tout habitant du ghetto aurait dû se trouver chez lui, étaient précisément le genre d'activités qu'on ne pouvait pas mener aux heures normales. Irena savait depuis des semaines que Mendel faisait des choses dont il ne lui parlait pas, non parce qu'il y avait des signes évidents, mais parce qu'elle connaissait suffisamment bien son mari pour faire la différence entre le Mendel pleinement présent devant elle et le Mendel qui était en partie ailleurs, même quand son corps se trouvait dans la même pièce. Cette nuit-là, elle lui posa directement la question. Mendel la regarda un instant, avec cette évaluation précise de quelqu'un qui est en train de décider jusqu'où il va partager. Puis, il décida que la bonne réponse était tout. Il lui expliqua qu'il faisait partie d'un petit groupe qui accomplissait 3 choses. Il recueillait des informations sur les mouvements de la SD et les transmettait à des gens du ghetto suffisamment tôt pour qu'ils puissent en prendre des mesures. Il coordonnait le stockage de ressources, nourriture, médicaments, documents, dans des lieux répartis à l'intérieur du ghetto, de manière à ne dépendre d'aucun point unique vulnérable. Et il organisait occasionnellement le passage de personnes à travers le périmètre du ghetto vers la ville aryenne quand il y avait des raisons urgentes et des moyens disponibles pour le faire. Irena l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre. Puis, elle lui demanda ce qu'elle pouvait faire, elle.
Mendel répondit qu'à ce moment-là, elle était à 2 mois de l'accouchement et que ce qu'elle pouvait faire, c'était mettre au monde le bébé dans les meilleures conditions possibles et prendre soin d'elle. Irène dit « après le bébé ». Mendel mit un instant à répondre. Puis il dit qu'après le bébé, elle pourrait faire beaucoup de choses, parce qu'elle avait exactement le type de compétences dont le réseau avait besoin. La capacité de circuler dans des environnements différents sans attirer l'attention. Une mémoire précise pour les instructions complexes. Et la capacité de prendre des décisions rapides dans des situations changeantes. Irène dit « Très bien ». Cette conversation fut le premier point d'inflexion. Le second fut plus précis et plus pratique. Il eut lieu 3 semaines après la naissance de Joseph, quand Mendel l'emmena à sa première réunion du groupe, qui se tenait dans le sous-sol d'une boulangerie du ghetto et qui, cette fois-là, réunissait 6 personnes en plus de Mendel et d'Irena. Ce qu'Irena apprit lors de cette réunion, puis de celles qui suivirent dans les mois suivants, était d'une nature très différente de tout ce qu'elle avait appris dans les autres contextes de sa vie. Parce qu'il s'agissait du type de savoir qui n'a pas de manuel et qui ne peut pas se pratiquer en conditions de sécurité, mais qui s'acquiert uniquement au contact des situations réelles qu'il exige. Elle apprit à évaluer le risque d'une situation à partir de ses composantes précises, plutôt que comme une impression globale. Parce que les impressions globales sont vulnérables à la panique, tandis que les composantes précises se prêtent à l'analyse. Elle apprit que la peur est une information et non une urgence en soi, que la présence de la peur signifie qu'il existe un danger réel qui doit être évalué et non que le danger s'est déjà réalisé. Elle apprit que, dans les situations de menace, les gens font souvent le contraire de ce qui serait efficace, parce que leurs réponses instinctives sont calibrées pour des menaces physiques directes, et non pour des menaces médiées par le calcul social et la perception de l'autre. Ce dernier apprentissage fut le plus important pour ce qui allait arriver ensuite. C'était la compréhension du fait que, dans de nombreuses situations de menace, la réponse que prescrit l'instinct, reculer, protéger, fuir, est précisément la réponse qui confirme la menace que l'agresseur cherche à confirmer, et que la réponse alternative, ne pas bouger, ne pas réagir, maintenir exactement le comportement qu'aurait quelqu'un qui n'a rien à cacher, est souvent la réponse la plus efficace, même si elle est la plus contre-intuitive et celle qui exige le plus d'efforts. Irène a appris cela en théorie lors des réunions dans le sous-sol de la boulangerie. Elle l'apprit en pratique dans les semaines et les mois qui suivirent, lorsqu'elle commença à travailler sur le terrain, à se déplacer dans le ghetto, et parfois au-delà de ses limites, dans des opérations qui allaient du plus banal. Transporter des messages d'un point à un autre du ghetto, au plus complexe. Participer au passage de personnes à travers le périmètre, en utilisant les méthodes que le réseau avait mises au point. Au cours de ces opérations, elle découvrit en elle quelque chose qu'elle ignorait jusque-là. Qu'elle possédait une capacité à conserver extérieurement son sang-froid, tout en traitant intérieurement les informations avec toute la rapidité et la précision disponibles. Une capacité supérieure à celle de la plupart des gens qu'elle connaissait. Non comme résultat d'un entraînement, mais comme caractéristique de sa manière d'être qui, dans des conditions ordinaires, n'avait pas d'usage particulier, mais qui, dans les conditions où elle vivait désormais, était l'outil le plus utile qu'elle pouvait posséder. Le troisième point d'inflexion survint lorsque Joseph commença à faire partie du travail. Non pas parce qu'Irena l'emmenait avec elle lors des opérations, cela aurait été inconcevable, mais parce que l'existence de Joseph changea la nature du risque qu'elle assumait chaque fois qu'elle faisait quelque chose qui la mettait en danger. Avant Joseph, le risque portait sur elle et sur Mendel.
après Joseph, le risque portait aussi sur Joseph, qui était un bébé de quelques mois, n'ayant choisi rien de ce qui l'entourait, et dépendant entièrement des personnes autour de lui pour continuer d'exister. Irena passa des semaines à assimiler ce changement dans la nature du risque, jusqu'à parvenir à une conclusion dont elle ne parla à personne avant bien après la guerre, parce qu'elle savait que c'était une conclusion que la plupart des gens trouveraient difficile à comprendre, et que certains trouveraient même monstrueuse, alors qu'elle la comprenait, elle, comme l'exact contraire. Cette conclusion était que Joseph était l'argument le plus fort pour continuer à faire ce qu'elle faisait, et non pour l'abandonner, parce que ce qu'elle faisait visait à préserver la possibilité que des personnes comme Joseph, des personnes qui n'avaient choisi rien de ce qui les entourait, puissent avoir un avenir, et se retirer de cela pour protéger Joseph, spécifiquement, des risques concrets que sa participation ajoutait, était un calcul que l'on pouvait comprendre, mais qui, à l'échelle complète de ce qui était en jeu, ne tenait pas. Elle ne l'expliqua pas à Joseph à l'époque, parce que Joseph n'était qu'un bébé de quelques mois et ne pouvait rien comprendre. Elle le lui expliqua des années plus tard, quand Joseph fut adulte et en mesure de le comprendre, même si comprendre ne signifiait pas nécessairement être d'accord. Joseph lui dit qu'il la comprenait, qu'il n'était pas sûr d'être d'accord, qu'il avait passé de nombreuses années à y réfléchir, et qu'il en était finalement arrivé à la conclusion que, peut-être, les deux choses, comprendre et être d'accord, n'étaient pas toutes les deux nécessaires pour que la décision eût été juste. Irena dit que, peut-être, il avait raison. Partie 3. Le système. Ce qu'Irena a construit avec le temps qu'elle avait. Ce qu'Irena gérait dans le réseau de Mendel n'était pas un système physique comme ceux qu'avaient construit Alexander Beckman, Anna Spielmann ou Marguerite Fontaine, mais un système humain, un réseau de personnes, de relations et de procédures qui devaient fonctionner avec la même fiabilité que n'importe quel système physique, mais qui dépendait de variables bien plus difficiles à contrôler que la densité acoustique du sable compacté ou la position d'un nœud dans une planche de bois. Les variables du système humain, c'était la peur des personnes qui le composaient, leurs compétences et leurs limites, leurs relations avec les autres, à l'intérieur et à l'extérieur du système, leur capacité à maintenir la discipline de l'information, qui faisait la différence entre un système sûr et un système vulnérable. Irena avait appris, dès les premières semaines de travail dans le réseau, que le point le plus vulnérable de tout système humain n'était pas sa structure, mais l'information que ses composantes humaines transportaient dans leur tête. Une information qu'aucun dispositif physique ne pouvait protéger, et qui ne pouvait l'être que par la discipline et le cloisonnement, c'est-à-dire le fait que chacun ne sait que ce qu'il a besoin de savoir pour accomplir sa part, et rien de plus. Elle appliqua ce principe avec une constance que les autres membres du réseau trouvaient parfois difficile, parce que le cloisonnement créait des frictions et des malentendus qui auraient pu être évités avec davantage de communication, mais qu'Irena considérait comme le prix nécessaire de la sécurité, et qu'elle défendait avec la même logique directe que Mendel défendait tout ce qu'il jugeait juste. Le système qu'elle gérait à cette époque comprenait 3 appartements du ghetto servant de point de transit pour les personnes qui devaient disparaître temporairement lors des opérations de recherche, 2 contacts à l'extérieur du ghetto capables de fournir des documents et un hébergement à ceux qui devaient partir définitivement, et un système de communication interne fonctionnant au moyen de messages, codés dissimulés dans des produits de première nécessité, qui circulaient légitimement à l'intérieur du ghetto. L'appartement où Irena vivait avec Mendel et Joseph était l'un de ces 3 points de transit. Cette décision, que Mendel lui avait proposée, et qu'Irena avait acceptée en pleine conscience de ce qu'elle signifiait pour Joseph, avait été prise pour une raison pratique, qui était aussi une raison de sécurité. L'appartement où vivait une mère avec un bébé
était l'appartement qui avait le moins de chances d'être identifié comme point de résistance. Parce que, dans l'imaginaire des agents de la SD, la présence d'un bébé était incompatible avec les activités qu'un point de résistance menait. C'était le même principe qu'Irena avait appris en théorie lors des réunions au sous-sol. Utiliser comme bouclier contre le danger ce que le danger ne s'attend pas à trouver. Joseph, sans le savoir et sans pouvoir le choisir, faisait partie du système. Le jour où le soldat entra dans la pièce, 17 personnes se trouvaient dans l'appartement voisin, que gérait Irena comme point de transit, et qui était relié au sien par un passage que Mendel avait construit quelques semaines auparavant, à travers le mur séparant les deux logements. Une ouverture de 50 cm sur 70, dissimulée par une armoire de chaque côté, qu'une seule personne entraînée pouvait déplacer sans bruit, mais qui, vue de l'extérieur de l'un ou l'autre appartement, était totalement invisible. Les 17 personnes se trouvaient depuis 2 jours dans l'appartement d'à côté. En attendant que l'opération de la SD, qui avait accru l'activité dans l'immeuble, diminue suffisamment pour que leur sortie du ghetto puisse être organisée. Mendel n'était pas dans l'appartement. Il se trouvait à l'extérieur du ghetto, dans une opération de coordination avec les contacts chargés d'accueillir les 17 personnes une fois qu'elles auraient franchi le périmètre. Irena était seule avec Joseph lorsque le soldat arriva. Partie 4. Le moment. Une seconde qui a duré toute une vie. Ce qui s'est passé dans la seconde qui sépare le moment où le soldat a levé son pistolet et le moment où Irena a décidé de ne pas bouger est ce que les chercheurs qui ont documenté son cas ont eu le plus de mal à reconstituer. Parce que cela s'est produit à l'intérieur de l'esprit d'une personne soumise à une pression qu'aucun chercheur n'avait connue et qui, par conséquent, ne pouvait pas être entièrement traduite dans le langage de la reconstruction historique. Ce qu'Irena a dit de cette seconde, aux différentes occasions où elle en parla au cours des années qui suivirent, fut toujours la même chose, même avec des mots différents. Ce n'avait pas été une seconde de courage, mais une seconde de calcul. Le calcul était le suivant. Si elle bougeait vers le bébé, si elle tendait les bras, si elle faisait quoi que ce soit indiquant que le bébé était ce qu'elle cherchait à protéger, elle confirmait qu'il y avait effectivement quelque chose à protéger, et donc que la menace pesant sur le bébé était une menace efficace. Et si la menace sur le bébé était une menace efficace, le soldat l'utiliserait non seulement à cet instant, mais à répétition, en l'intensifiant, jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Si elle ne bougeait pas, si elle gardait exactement le comportement qu'aurait quelqu'un dont le calme face à une menace visant le bébé serait réel et non feint, alors la menace perdait son efficacité dans le seul domaine où elle pouvait la perdre. Le domaine de la perception du soldat, c'est-à-dire la question de savoir si cette menace constituait ou non un instrument utile. Le calcul reposait sur une hypothèse concernant le soldat, qu'Irena ne pouvait vérifier avec certitude, mais qu'elle avait appris à reconnaître en des mois de travail dans des environnements de menace. Les soldats qui utilisent la menace faite à un bébé pour obtenir des informations de sa mère le font parce qu'ils ont appris que cela fonctionne, non parce qu'ils ont une disposition particulière à tuer des bébés, mais parce que la menace produit le résultat recherché avant même qu'ils aient à l'exécuter. Si la menace ne produisait pas le résultat qu'ils cherchaient, ils se retrouvaient face à une autre décision, l'exécuter ou non. Et c'était une décision d'une autre nature, qui obéissait à une autre logique, une logique dans laquelle l'utilité immédiate de l'exécution était beaucoup plus difficile à justifier que celle de la menace, parce que l'exécution fermait des possibilités, tandis que la menace les maintenait ouvertes. Le calcul était que, si elle ne bougeait pas, la probabilité que le soldat mette sa menace à exécution serait plus faible que si elle bougeait. C'était un calcul de probabilité avec Joseph comme variable dépendante.
C'était le calcul le plus froid, le plus inhumain et le plus profondément humain qu'elle ait jamais fait de sa vie. Et elle l'a fait en 1 seconde. Parce que, dans cette seconde-là, c'était la seule chose à faire. Ce que le calcul n'incluait pas, ce qu'aucun calcul ne peut jamais inclure complètement, c'était la dimension vécue de cette seconde. Ce qu'on ressent pendant qu'on reste immobile, avec un pistolet pointé sur la tête du bébé endormi. Irena n'en parla qu'une seule fois, lors d'une conversation privée avec Joseph, alors qu'il avait déjà 30 ans. Conversation que Joseph documenta ensuite avec l'autorisation de sa mère, parce qu'il considérait que cela faisait partie de l'histoire qui devait être consignée, même si c'en était la partie la plus difficile à documenter. Elle lui dit qu'au cours de cette seconde, elle avait ressenti simultanément 2 choses qui, normalement, ne coexistent pas dans l'expérience humaine, parce qu'elles s'excluent mutuellement. Elle avait ressenti la terreur la plus absolue de sa vie. Plus absolue que la terreur de n'importe quelle opération qu'elle avait accomplie auparavant. Plus absolue que celle de tout moment où sa propre vie avait été en danger. Parce qu'il s'agissait de la terreur de quelque chose qui ne concernait pas sa propre vie. Mais quelque chose que sa vie à elle n'aurait pas suffi à changer si elle s'était trompée. Et en même temps, elle avait ressenti un calme qu'elle ne pouvait pas davantage décrire complètement. Parce que ce n'était pas le calme de l'absence de terreur, mais le calme de quelqu'un qui a pris une décision et qui sait, au niveau le plus profond où un être humain peut savoir quelque chose, que c'est la seule décision possible, et qu'il n'y a donc plus rien à décider. Elle lui dit que ces 2 choses coexistantes au même instant avaient constitué l'expérience la plus étrange de sa vie, et qu'elle ne comprenait toujours pas complètement comment il était possible qu'elles coexistent, mais qu'elles avaient coexisté. Et que c'était précisément cette coexistence qui avait rendu possible le fait de ne pas bouger. Joseph lui demanda si elle avait pensé à lui pendant que cela se passait. Irena répondit que non, que, dans la seconde où elle avait calculé, Joseph avait été une variable et non une personne, et que cette idée l'avait accompagnée pendant des années comme la chose qu'elle avait eu le plus de mal à accepter en elle-même. Qu'au moment le plus critique, son fils avait été une partie d'une équation et non la personne qu'il était. Joseph dit qu'il ne lui semblait pas que ce soit quelque chose qu'elle devait accepter, mais simplement quelque chose qui s'était produit. Irena répondit que, pour lui, c'était facile à dire. Joseph dit que oui, que c'était vrai, et que peut-être cela aussi faisait partie de ce qui s'était passé. Le fait qu'il soit là, lui, pour le dire. Irena ne répondit pas tout de suite. Puis, elle dit oui. Que peut-être cela aussi faisait partie de ce qui s'était passé. Partie 5. Les perquisitions. La maison ou la peur n'a pas pu entrer. L'incident du soldat et du pistolet ne fut pas le seul moment de danger direct qu'Irena connut dans l'appartement du ghetto de Łódź durant les mois où il servit de point de transit pour le réseau. Mais ce fut le plus intense et celui qui montra le plus clairement le principe qu'Irena avait appris à appliquer et qui formait la base de tout le reste. Il y eut 4 perquisitions officielles de l'appartement pendant cette période, en plus de l'incident avec le soldat, qui avait été un contact direct et non annoncé. La première perquisition, à l'automne 1941, quand Joseph n'était pas encore né, fut une inspection de routine des appartements de l'immeuble menée par les auxiliaires de l'administration du ghetto, qui vérifiait le nombre de résidents déclarés par rapport aux résidents présents. C'était le type d'inspection qu'Irena avait appris à gérer avec l'efficacité de quelqu'un qui le fait depuis des mois. Papiers en ordre, nombre de résidents conformes à la déclaration, aucun objet visible nécessitant une explication. La deuxième perquisition, au printemps 1942, fut différente,
parce qu'elle s'inscrivait dans une opération plus vaste visant à retrouver un individu spécifique dont la SD savait qu'il opérait dans l'immeuble et dont il connaissait l'identité, sinon l'emplacement exact. Cet individu n'était pas Mendel, mais c'était quelqu'un du réseau. Et le fait qu'on le recherchât activement signifiait que les agents arrivés dans l'appartement étaient prédisposés à la suspicion d'une manière qui n'existait pas lors des inspections de routine. Il y avait alors 3 personnes dans l'appartement d'à côté. Irena les accueillit avec Joseph dans les bras, stratégie qu'elle avait délibérément mise au point. Se présenter devant n'importe quel inspecteur avec le bébé dans les bras, au lieu de le laisser dans son berceau. Parce que la présence visuelle du bébé au premier plan de l'interaction redirigeait l'attention de l'inspecteur depuis les variables qui comptaient pour lui, le comportement de la personne qui tente de cacher quelque chose, vers celle qui comptait pour le bébé. Son état, son bien-être, sa normalité. Les inspecteurs qui entraient dans l'appartement d'Irena alors qu'elle tenait Joseph dans ses bras ajustaient invariablement, de manière involontaire, le registre de leur interaction avec elle. Ils baissaient le ton, modéraient l'agressivité avec laquelle ils auraient pu arriver. Parce que la présence d'un bébé active chez les gens qui ne sont pas des monstres absolus tout un ensemble de réponses sociales qui opèrent en dessous du niveau de la décision consciente et qui font que le comportement devient différent de ce qu'il aurait été sans le bébé. Irena le savait. Elle ne l'avait pas appris lors des réunions au sous-sol, mais par observation directe, dans les premières semaines après la naissance de Joseph. Lorsqu'elle avait remarqué que les interactions avec les membres de la SD ou avec les autorités auxiliaires étaient qualitativement différentes quand elle portait Joseph et quand elle ne le portait pas. Et elle avait ajouté ce savoir à l'arsenal d'outils qu'elle utilisait avec la même aisance naturelle qu'elle ajoutait n'importe quelle autre connaissance utile à l'arsenal disponible. Cette deuxième perquisition dura 20 minutes et ne trouva rien, parce qu'il n'y avait rien à trouver dans l'appartement d'Irena et que l'appartement d'à côté n'était pas le sien et que les agents n'avaient aucune raison précise d'y faire une fouille. La troisième perquisition, à l'été 1942, fut la plus longue. 45 minutes. Avec 2 agents qui inspectèrent l'appartement avec ce degré de détail qu'Irena avait appris à reconnaître comme celui de quelqu'un qui dispose d'informations préalables sur l'endroit qu'il inspecte, mais qui n'a pas encore réussi à transformer ces informations en preuves concrètes. Il y avait alors 9 personnes dans l'appartement d'à côté. Irena servit du café aux 2 agents, ce qu'elle ne faisait pas toujours, mais qu'elle faisait lorsqu'elle jugeait que la situation pouvait bénéficier d'un geste de normalité domestique, susceptible de désamorcer la tension plutôt que de l'accroître. Le café était un signal, envoyé au niveau des gestes, et non des paroles, indiquant qu'elle n'était qu'une femme chez elle, qui n'avait aucune raison d'être nerveuse face à des visites arrivées sans prévenir, parce qu'elle était une femme qui n'avait rien à cacher. L'un des agents s'approcha de l'armoire, qui dissimulait l'ouverture vers l'appartement voisin. Il l'ouvrit, vit des vêtements, la referma. L'armoire était remplie de vêtements parce qu'Irena l'avait bourrée de vêtements jusque dans le moindre centimètre depuis le premier jour où elle avait installé le système. Non seulement pour qu'elle ait l'air d'une armoire pleine, mais parce qu'une armoire pleine de vêtements a, lorsqu'on y plonge la main, une qualité tactile différente, la résistance et le mouvement des tissus, qui est incompatible avec la sensation d'un meuble dissimulant un passage derrière lui, et qui constituait en soi une couche supplémentaire de protection. Les agents repartirent sans avoir rien trouvé. La 4e perquisition, à l'automne 1942, fut la plus brève de toutes, 10 minutes. Avec un seul agent qui regardait autour de lui, avec la distraction de quelqu'un qui avait trop d'endroits où être ce jour-là, et qui, dans chacun d'eux, cherchait des raisons de continuer sa route plutôt que des raisons de rester.
il n'y avait personne dans l'appartement d'à côté ce jour-là. C'était la perquisition la plus facile. Et pourtant, c'est aussi celle dont Irena se souvint toujours comme de la plus étrange. Parce que l'absence de personne de l'autre côté rendait le risque moindre que lors des autres. Et pourtant, le sentiment de danger y était plus grand. Comme si le mécanisme d'alerte de son corps avait besoin d'un risque réel sur lequel opérer. Et qu'en l'absence d'un risque réel, il s'en inventait un. Ce fut après cette 4e perquisition qu'Irena décida qu'elle devait parler à Mendel de quelque chose à quoi elle réfléchissait depuis des semaines et qu'elle n'avait pas formulé à voix haute, parce que le formuler revenait à admettre qu'elle y pensait, et qu'admettre qu'elle y pensait revenait à reconnaître que c'était réel. Elle lui dit que Joseph ne pouvait plus continuer à faire partie du système. Non pas parce que le système avait échoué. Le système fonctionnait. Mais Joseph avait maintenant 10 mois. Et dans quelques mois, il marcherait, parlerait, serait ce genre de petite personne qui fait des choses imprévisibles qu'un bébé de 7 mois ne fait pas. Qui va là où il ne faut pas aller? Qui parle quand il ne faut pas parler? Qui fait du bruit à l'instant précis où le silence est ce qui sépare les 17 personnes de l'autre côté du mur de ce que le soldat cherche? Mendel l'écouta. Puis, il dit qu'elle avait raison. Ils réorganisèrent le système. L'appartement d'à côté continua à servir de point de transit, mais les périodes d'utilisation furent coordonnées de manière à ce qu'Irena puisse emmener Joseph chez une voisine de confiance pendant ces périodes, supprimant ainsi le chevauchement entre la présence de Joseph et celle de personnes dans l'appartement voisin. Ce ne fut pas toujours possible. L'incident du soldat et du pistolet se produisit au cours d'une période où la coordination avait échoué, parce que l'opération de la SD, qui avait accru l'activité dans l'immeuble, avait commencé trop rapidement pour que le protocole de transfert de Joseph puisse être exécuté. Irena se retrouva seule avec Joseph et avec 17 personnes de l'autre côté du mur. Et le soldat entra. Partie 6. La crise. Ce qui s'est passé après la seconde. Ce qui se produisit après que le soldat eut abaissé son pistolet et quitté l'appartement fut une période de 22 minutes, qu'Irena consigna dans le journal codé qu'elle tenait, et qui fut découvert en 1946 parmi les affaires qu'elle avait laissées dans l'appartement lorsqu'elle quitta le ghetto. C'est dit los 22 minutes, avec la structure particulière des périodes qui suivent les instants de tension extrême. Quand le système nerveux a besoin d'évacuer ce qu'il a contenu tant que la tension exigeait qu'il soit contenu. Et, chez Irena, cette décharge prit la forme d'un tremblement des mains qui dura environ les 5 premières minutes, et qu'elle nota avec la même neutralité clinique qu'elle aurait noté la température extérieure. Elle écrivit « Tremblement des mains, environ 5 minutes. Cesse seule. » Puis elle écrivit « Bébé endormi pendant tout l'épisode. N'a conscience de rien. » Puis elle écrivit la phrase que les chercheurs qui trouvèrent le journal citèrent le plus souvent, parce qu'elle condensait en peu de mots ce qu'avait été l'incident. Le soldat cherchait le signe de la peur. Il ne l'a pas trouvé. Il est parti. Puis, elle écrivit encore une chose qui ne faisait pas partie de la description de l'épisode, mais d'une réflexion distincte, qu'Irena avait séparée du relevé factuel par une ligne horizontale. Elle écrivait « Je me demande ce qu'il a pensé en sortant. S'il a pensé qu'il n'y avait personne de l'autre côté du mur, ou s'il a pensé que si, il y avait quelqu'un, mais qu'il ne pouvait pas le prouver, ou s'il a pensé quelque chose à propos de la femme qui n'a pas bougé, et que cela lui a fait ressentir quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Et cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il soit parti. Après ces 22 minutes, Irena se rendit au passage, déplaça l'armoire avec le moins de bruit possible, ouvrit l'ouverture et passa la tête du côté où se trouvaient les 17 personnes. Les 17 personnes
étaient dans un silence total, comme elles l'étaient depuis le moment où elles avaient entendu les pas du soldat dans l'appartement voisin. Un silence différent du silence ordinaire, parce qu'il s'agissait d'un silence actif. Le silence de 17 personnes qui s'impose le silence en même temps, et qui a donc une qualité de tension collective que le silence passif n'a pas. Iréna les regarda. Puis elle dit, très bas, que tout allait bien, que le soldat était parti, qu'ils attendraient 1 heure avant tout mouvement supplémentaire, et que, pendant cette heure, personne ne bougerait de l'endroit où il se trouvait. Une femme du groupe, qui avait peut-être 50 ans et qu'Iréna ne connaissait que sous le nom de Dvora, parce que, dans le système de cloisonnement qu'Iréna appliquait, on n'utilisait pas les noms complets, demanda, elle aussi à voix basse, si le bébé allait bien. Iréna répondit que oui, qu'il dormait. Dvora dit qu'elle avait entendu le soldat depuis l'autre côté du mur et qu'elle avait cru que c'était la fin. Iréna répondit que ça ne l'avait pas été. Dvora dit qu'elle savait bien que cela n'avait pas été la fin puisqu'ils étaient tous là, mais que, sur le moment, elle n'avait pas su que cela ne le serait pas. Iréna dit que, sur le moment, personne ne le sait. Il y eut un silence. Puis Dvora dit qu'elle voulait lui poser quelque chose si elle pouvait. Iréna dit que oui. Dvora demanda comment elle avait su que ne pas bouger était la bonne chose à faire. Iréna garda le silence un instant. Puis elle répondit qu'elle n'avait pas su que c'était la bonne chose à faire. Elle avait calculé que c'était ce qui avait le plus de chances d'être juste. Et elle avait exécuté le calcul. Dvora dit que c'était la même chose que savoir. Iréna répondit que non, que ce n'était pas la même chose, que la différence comptait même si le résultat avait été le même. Que savoir, c'est la certitude, tandis que calculer, c'est la probabilité, et que confondre les deux était dangereux. Parce que la prochaine fois qu'il faudrait calculer, il serait important de savoir qu'on était en train de calculer et non de croire qu'on savait. Dvora la regarda un instant dans la pénombre de l'appartement latéral. Puis, elle dit qu'elle comprenait. Puis, elle dit merci. Iréna referma l'ouverture, alla jusqu'au berceau de Joseph, qui dormait toujours de cette manière propre au bébé de 7 mois, qui est le sommeil le plus total qui existe. Elle s'assit près du berceau et attendit l'heure qu'elle avait dit qu'ils attendraient. Partie 7. L'héritage, ce qu'il est resté d'1 seconde. Les 17 personnes de l'appartement voisin franchirent le périmètre du ghetto 2 jours après l'incident avec le soldat, au cours d'une opération qui se déroula sans incident et qui conduisit 13 d'entre elles vers des cachettes dans la Łódź arienne. Et 4 autres, celles qui disposaient de documents suffisamment solides, vers des trains à destination de zones plus sûres à l'ouest de la Pologne. Iréna ne connut pas le destin final de toutes. Le système de cloisonnement qu'elle avait défendu avec tant d'insistance pendant des mois l'empêchait désormais de le savoir, ce qui constituait le prix attendu de ce principe, un prix qu'Iréna avait accepté dès le départ. Même si, dans les mois qui suivirent, lorsque commencèrent à parvenir des nouvelles sur les transports et les camps, ce prix devint plus difficile à accepter, parce qu'il représentait la différence entre savoir et ne pas savoir, ce qu'étaient devenues des personnes qui avaient été de l'autre côté d'un mur, dans son appartement. Sur les 17, les chercheurs d'après-guerre purent établir le destin de 11. 8 avaient survécu, 3 non. Dvora, la femme qui avait demandé comment elle avait su que ne pas bouger était la bonne chose à faire, survécut à la guerre. Elle arriva en Israël en 1948 et vécut à Haïfa jusqu'en 1979, année de sa mort de cause naturelle, à l'âge de 85 ans.
Avant de mourir, elle laissa un témoignage écrit pour les archives de Yad Vashem sur ce qu'elle avait vécu pendant les années du ghetto de Łódź et sur le réseau de résistance auquel elle avait participé en tant que personne protégée par ce réseau. Dans ce témoignage, elle consacrait 3 pages à l'appartement d'Irena, à la nuit du soldat et à la conversation à travers l'ouverture du passage. Elle écrivait qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce qu'Irena lui avait dit au sujet de la différence entre savoir et calculer, et qu'elle était arrivée à la conclusion qu'Irena avait raison de dire qu'il s'agissait de 2 choses différentes. Et raison aussi de dire que cette différence comptait. Mais il y avait, selon elle, un point sur lequel Irena n'avait peut-être pas entièrement raison. La valeur relative de ces 2 choses. Elle écrivait que savoir donne de la sécurité, mais que calculer donne de la liberté. Parce que le calcul peut être appliqué à n'importe quelle situation nouvelle, tandis que le savoir ne fonctionne que dans les situations déjà connues. Et que, durant les années de guerre, toutes les situations étaient nouvelles. Et que ce dont elle avait eu besoin n'était pas de la sécurité du savoir, mais de la liberté du calcul. Elle écrivait qu'Irena lui avait donné cette liberté au cours d'une conversation de 3 minutes à travers une ouverture dans un mur large de 30 cm. Ce qui était précisément le genre de don que les gens qui pensent que l'héroïsme est grand et dramatique ne comprennent pas. Qu'il peut être aussi petit, technique et entièrement concret. Mendel Brandel survécut à la guerre. Il fut détenu pendant 3 mois, en 1943, après avoir été capturé au cours d'une opération qui tourna mal. Il fut libéré pour des raisons qui ne furent jamais totalement élucidées, bien que les versions qui circulèrent par la suite aient suggéré que quelqu'un, dans l'administration du camp où il avait été détenu, l'avait relâché en échange d'informations que Mendel avait fournies sur des contacts secondaires du réseau. Informations suffisamment réelles pour être crédibles et suffisamment périphériques pour ne pas nuire au noyau du système. Irena ne parla pas de cette période, ni aux chercheurs, ni dans les témoignages ultérieurs, avec plus de détails que nécessaire pour établir les faits essentiels, parce qu'elle considérait que ce que Mendel avait dit ou n'avait pas dit pendant ces 3 mois de détention relevait de Mendel et non d'elle. Mendel, lui, en parla une seule fois, avec Joseph, quand celui-ci avait déjà plus de 40 ans. Et ce qu'il dit fut qu'il avait donné à ses geôliers ce qu'il avait calculé pouvoir donner sans compromettre ce qu'il ne pouvait pas compromettre. Et que ce calcul s'était révélé correct, même si, sur le moment, il n'y avait aucun moyen de savoir qu'il le serait. Joseph lui dit que sa mère employait exactement les mêmes mots pour décrire ce qu'elle avait fait le jour du soldat. Mendel répondit que oui, qu'il le savait, qu'ils s'étaient toujours dit cela l'un à l'autre quand l'un d'eux décrivait une décision que l'autre avait lui aussi dû prendre à un moment ou à un autre. Que le calcul est ce qu'il y a, et qu'exécuter le calcul est ce qu'on peut faire, et que tout le reste n'est que des mots que le temps ajoute après coup, une fois le résultat connu. Irena et Mendel émigrèrent en Israël en 1949 avec Joseph, qui avait alors 7 ans et dont les premières années de vie étaient donc faites de souvenirs, dont il ne pouvait pas être sûr lesquels étaient réels et lesquels étaient des reconstructions à partir de ce que les adultes lui avaient raconté. Ils vécurent à Tel Aviv, où Mendel travailla dans les assurances comme avant la guerre, et où Irena occupa d'abord divers petits emplois. Puis, lorsque Joseph fut assez grand pour ne plus avoir besoin de sa présence constante, travailla dans une organisation d'aide aux immigrants d'Europe de l'Est, qui arrivaient en Israël dans les années 50, et qui avaient besoin exactement du type d'assistance pratique et immédiate qu'Irena savait fournir. Joseph devint médecin, ce dont Irena se souvenait comme de la première décision qu'il avait prise entièrement seul
et qui lui avait paru être la plus cohérente avec la personne qu'il avait toujours été, même si elle n'avait aucun moyen de le prévoir à l'avance. En 1973, Yad Vashem reconnut Irena Brandel comme juste parmi les nations lors d'une cérémonie à Tel Aviv, où Irena parla brièvement, comme c'était son habitude, et où Joseph parla plus longuement de ce que sa mère avait fait et de ce que cela avait signifié pour lui de grandir en étant le fils de celle qui avait accompli ces choses. Ce que Joseph dit lors de cette cérémonie fut quelque chose dont les personnes présentes se souvinrent pendant des années, et qui fut ensuite cité dans plusieurs textes sur la résistance juive dans le ghetto de Łódź. Il dit qu'il avait passé toute son enfance à essayer de comprendre comment sa mère avait pu ne pas bouger pendant cette seconde, et que, pendant longtemps, il avait pensé que la réponse était le courage, la bravoure extraordinaire d'une personne extraordinaire, parce que c'était l'explication qui avait du sens pour quelque chose qui, autrement, paraissait impossible. Mais qu'avec le temps, il avait fini par comprendre que cette explication, bien qu'elle fît partie de la vérité, n'était pas toute la vérité, et que la part manquante était peut-être la plus importante. Que sa mère n'avait pas bougé parce qu'elle avait calculé que ne pas bouger était ce qui avait le plus de chances d'être juste, et qu'elle avait pu faire ce calcul parce qu'elle avait passé des mois à apprendre à calculer exactement ce type de situation avant qu'elle ne se présente. Que le courage avait été nécessaire pour exécuter le calcul, mais que, sans le calcul, le courage seul n'aurait pas suffi. Et que ce que cela signifiait, ce que Joseph disait avoir mis de très nombreuses années à comprendre pleinement, c'était que sa mère n'était pas extraordinaire, au sens où elle aurait été différente des autres, mais extraordinaire au sens où elle avait extraordinairement bien accompli quelque chose que n'importe qui peut faire. Se préparer, apprendre, calculer. Que l'héroïsme qui ne peut pas être imité n'est pas utile comme modèle. Que l'héroïsme qui peut être imité, lui, l'est. Et que sa mère était le modèle le plus complet qu'il connaissait d'un héroïsme qu'on pouvait imiter. Irena écouta ce discours avec l'expression que Joseph connaissait depuis toujours, comme étant celle de sa mère, quand quelqu'un disait quelque chose avec quoi elle n'était pas tout à fait d'accord, mais qu'elle reconnaissait comme la meilleure version possible de ce qu'on pouvait dire avec les mots disponibles. Quand on lui demanda si elle voulait ajouter quelque chose, elle dit que Joseph l'avait bien dit, mais qu'il y avait une chose qu'elle corrigerait. Elle n'avait pas calculé que ne pas bouger était ce qui avait le plus de chances d'être juste. Elle avait calculé que c'était la seule possibilité. Que la différence entre ce qui est le plus probable et l'unique possibilité, c'est que la première laisse ouverte la question de savoir s'il existe une autre option, tandis que la seconde la referme. Et que, lorsque la question est refermée, il est plus facile de soutenir la seconde. Irena Brandel mourut le 22 juin 1993, le jour de son 78e anniversaire à Bar-I, Tel Aviv, entourée de Joseph et de ses 4 petits-enfants, qui étaient alors déjà de jeunes adultes avec leur propre vie dans différents endroits d'Israël et du monde. Joseph dit dans l'avis de décès publié par le journal de la communauté que sa mère avait passé ces dernières années à parler de ses petits-enfants avec le même intérêt analytique qu'elle avait porté à tout le reste dans sa vie, en calculant ce dont chacun avait besoin, ce qu'elle pouvait leur offrir, comment répartir le temps et l'attention de manière à être utile à chacun d'eux, qu'elle avait été jusqu'au bout la personne qui calcule ce qu'il faut faire et qui le fait, que, pour lui, cela restait de l'héroïsme, qu'il continuait à penser que c'était le type d'héroïsme qu'on peut imiter, et qu'il espérait qu'il en serait ainsi. Joseph a aujourd'hui 82 ans. Il vit à Tel Aviv. Il parle toujours de sa mère, avec exactement le même mélange
d'admiration et de quelque chose qui n'est pas tout à fait de la perplexité, mais qui s'en approche, le mélange de quelqu'un qui a passé sa vie entière à étudier quelque chose et qui, chaque fois qu'il croit l'avoir complètement compris, découvre un aspect qu'il n'avait pas vu auparavant. Il dit que ce qu'il ne comprend toujours pas tout à fait, après 82 ans, c'est comment quelqu'un qui a été le bébé endormi dans le berceau peut comprendre complètement l'adulte qui a pris la décision qu'il a laissé endormi. Que peut-être il ne le peut pas. Que peut-être il y a des choses qu'on ne comprend que de l'intérieur. Que peut-être la seconde pendant laquelle sa mère n'a pas bougé est une seconde qu'elle seule peut comprendre entièrement. Et que cela va bien ainsi. Qu'il suffit de savoir que cela a eu lieu. Que, pour certaines secondes, cela suffit.